Ratatatatatatatata. Yeah, man, special combination. Jocelyn Sheila, original tune. Yeah, man, respect all time. Laissons parler les gens. Laisse parler les gens. Laissons parler les gens. Bienvenue sur le plateau de Laissez parler les gens. Vous êtes bien sur Radio Mboté, la voix de la diaspora africaine. Et aujourd'hui, nous allons aborder la question relative au panafricanisme. Une notion qui, aujourd'hui, c'est le moins que l'on puisse dire, est au goût du jour. Qu'est-ce que le panafricanisme ? Eh bien, nous allons, avec nos 4 invités, tâcher d'en apporter une définition. Mais de manière résumée, globalement, il s'agit d'une communauté de personnes africaines et issues de la diaspora qui prônent au fond une forme d'unité, de solidarité en vue de constituer une communauté globale. Nous allons donc faire un tour de table avec nos 4 invités. Je vais commencer par Diambi Kabatouswila qui nous fait l'honneur de venir des États-Unis où elle exerce en tant que psychologue. Il est également économiste de formation. Diambi Kabatouswila, bonjour. Bonjour, je vous remercie de votre invitation sur le plateau. Je me suis vraiment honorée d'être avec tous ces invités pour partager donc quelques opinions aujourd'hui. C'est un plaisir de vous accueillir. Je précise également que vous êtes membre de l'IASC, mais bon, vous aurez l'occasion évidemment de nous dire ce dont il s'agit. Nous avons le plaisir d'accueillir également Dido Lakama, coordonnateur de Change SBL. Il est également membre du conseil d'administration du MRAX, le mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. Il est aussi membre du collectif Mémoire coloniale. Bonjour et merci pour l'invitation. Et tout le plaisir est pour nous. Une autre dame nous fait l'honneur de se joindre à nous aujourd'hui. Il s'agit de Maudie Ntambwe, coordinatrice du groupe Plaidoyer du réseau européen des personnes d'ascendance africaine. Maudie Ntambwe, bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Et le doyen, puisqu'il faut bien le préciser, Ousmane Kaba, journaliste émérite, consultant aux Nations Unies. Il a été pendant 7 ans notamment le conseiller spécial du représentant spécial du secrétaire général en Centrafrique. Ousmane Kaba, bonjour. Bonjour. Voilà, dans le public, pas mal de personnes qui nous font l'honneur de nous accompagner. Costa Badipi, mais également Cassidy de Change, Claude Kassongo, celui qu'on appelle affectueusement Maître, il se reconnaîtra, et Martine Bofunda, chargée de la production à Radio Mboté, évidemment. À la manœuvre, l'incontournable Jean-Jacques Ben, concepteur inspiré de Radio Mboté. Diambi Kabatouswila, vous avez plusieurs casquettes, on va retenir celle de psychologue, mais vous êtes également membre de l'IASC. De quoi s'agit-il ? L'IASC, c'est International Institute of African Study and Knowledge. Donc, c'est une association qui vise à donc collaborer pour remettre en valeur la connaissance africaine et aussi promouvoir l'étude des cultures africaines aux États-Unis, en particulier, mais aussi de viser un lien entre les États-Unis et la diaspora américaine, noire américaine, et le continent africain. Alors, votre définition, très brièvement, du panafricanisme. Comment vous vivez cette notion et quelle est votre perception ? Ma perception du panafricanisme est que c'est un moment d'union qui doit se faire, donc un travail collectif de tous les descendants africains et de tous les Africains aussi sur le continent, de prendre conscience que nous avons une culture, une richesse historique et aussi beaucoup de choses à proposer, pas seulement à l'Afrique même, aux Africains, mais aussi au monde entier. Nous avons beaucoup de choses qui sont très importantes à revaloriser. Nous avons des connaissances qui peuvent aussi nous aider à sortir du marasme socio-économique et politique dans lequel nous nous trouvons. Et comme je suis psychologue, en fait, mon travail consiste surtout à essayer de travailler sur la question de l'identité culturelle. Donc, de l'identité individuelle en particulier, mais aussi qui englobe toute l'identité culturelle africaine. Alors, Dido Lakama, je l'ai dit, coordonnateur de Change SBL, peut-être en 2 mots pour ceux qui ne vous connaissent pas très bien, quels sont les objectifs de Change et puis surtout votre perception du panafricanisme. Les objectifs principaux de l'SBL Change, c'est de créer un lien de solidarité de la communauté africaine et subsaharienne particulièrement,
Dans l'ASBL, on essaie vraiment de donner ce sentiment d'appartenance à une communauté forte et on essaie de conscientiser les gens et de lutter contre toutes sortes de discriminations qui toucheraient comme victime la communauté subsaharienne. Voilà, on essaie vraiment de leur apporter une force psychologique d'abord pour sortir un peu de cet état de victimisation que la communauté a subi à cause de son histoire, et on pousse les gens à devenir des acteurs de changement. On dit aux gens, vous voulez que les choses changent, soyez vous les acteurs et devenez le changement que vous voulez apporter au monde. Alors, votre perception du panafricanisme? C'est la même chose. Donc, en fait, nous sommes un esprit panafricain. C'est tout à fait ça. On veut vraiment, ce qu'on fait dans l'ASBL, c'est ce qu'on voudrait que ça se passe en Afrique et dans le monde entier, par rapport à la communauté subsaharienne. D'accord. Alors, Maudine Tamboué, vous, je l'ai dit, en vous présentant tout à l'heure, donc l'organisme qui, l'ENPAD, si je ne m'abuse, c'est le plaidoyer du réseau européen des personnes d'ascendance africaine. Oui. Là, très clairement, on est sur un créneau panafricaniste. Oui, c'est European Network for People of African Descent. Comme je l'ai dit, c'est une jeune organisation qui est partie de rencontres entre des personnes d'ascendance africaine, mais de différents pays européens, originaires de toute une série, de vraiment toute la dynamique ACP, Afrique, Pacifique, Caraïbes, et qui se reconnaissent comme africaine, noire, et d'un constat qui était que nous vivons dans le contexte européen les mêmes mots, mais avec de petites variantes selon le pays où on est, selon l'histoire que ce pays a avec l'Afrique, qu'elle soit coloniale, postcoloniale ou antécoloniale ou esclavagiste. Et c'était vraiment le besoin pour certains, surtout pour les jeunes générations de ce groupe, de se recentrer et ensemble de trouver le moyen de changer le contexte dans lequel on est. C'est votre définition, d'une certaine manière, du panafricanisme. Oui, absolument. Mais en utilisant quand même un outil avec l'ambition de le faire dans le cadre d'un outil qui est international, qui est la déclaration du 10 décembre 2014 par les Nations Unies de la décennie des personnes d'ascendance africaine. D'accord. Et on a décidé de faire cela dans le cadre avec cet outil international. On aura l'occasion d'y revenir dans le détail, Ousmane Kaba. Vous travaillez sur ces questions depuis très longtemps déjà et vous avez, j'imagine, eu à cœur de vous donner une petite définition, si vous nous la partagez. Pour moi, le panafricanisme, c'est à la fois une idée, c'est aussi un besoin, comme d'ailleurs tous les groupes sociaux du monde. Avant les Africains, les Américains l'ont voulu, les peuples autochtones l'ont voulu, les peuples asiatiques l'ont voulu, et évidemment, le panafricanisme est venu un peu plus tard. Pourquoi ? Parce que tous les pays africains étaient des colonies, étaient donc sous domination. Ils n'avaient pas eu le temps de s'exprimer. D'où l'esprit a pu être introduit au niveau du continent par des Afro-Américains qui, eux, ont vécu donc le combat social sur le terrain aux États-Unis. Ils avaient beaucoup plus de moyens de s'exprimer. Et les premiers ont commencé à penser à leurs frères d'où ils viennent, donc d'Afrique. Mais pourtant, on trouve déjà des traces d'une idée panafricaniste déjà au XIe et XIIe siècle. Tout à fait, parce que tout simplement, comme je l'ai dit, tout groupement humain, c'est un besoin, a besoin de s'affirmer. Et là, au niveau de l'Afrique, l'idée était là. Mais elle n'a jamais pu être exprimée. Et qui était à l'origine de cette idée ? C'était ce qu'on a appelé donc l'acte du Mandé. C'était donc l'acte de Kouroufankoufa, c'est-à-dire l'acte qui s'est fait sur le rocher. C'était du temps de ce qu'on appelle l'Empire du Mali. Alors donc sous Soundiata Keïta, c'était en 1235 exactement. Dans l'épopée mandingue. L'épopée mandingue, où ils se sont réunis pour parler au bout de 7 chapitres pour poser les problèmes qui concernent exactement l'Afrique. On n'a peut-être pas le temps ici de développer, mais ces 7 principes, on peut les trouver dans tous les édits que l'Europe a eu à faire, ou bien que l'Amérique a eu à faire, ou bien que l'Asie a eu à faire, pour parler de comment vivre en communauté et comment donc se rassembler le maximum possible. Donc l'idée était là, la vision était là, malheureusement, dans l'application, c'est là où il se fait de faux. Alors, comme on le sait, l'expansion du
panafricanisme se retrouve dans les écrits et discours de quelques figures fondatrices. On va en citer quelques-unes. Edouard Wilmot Blyden en ténor firmin. Au début du XXe siècle, nous avions Benito Sylvain, William Edgar Dubois, mais également un peu plus tard, évidemment, au moment de la décolonisation avec Kwame Nkrumah. Diambi Kabatusula, vous êtes psychologue, on l'a dit, vous vous intéressez notamment aux aspects, je dirais, identitaires. Est-ce qu'on peut, je dirais, dissocier ou lier intimement ces deux notions, cette recherche, j'allais dire, effrénée d'identité, ce qui suppose que cette identité a été à un moment donné bafouée, et une volonté de se la réapproprier pour s'affirmer. Votre avis là-dessus? Tout à fait. En tant que psychologue, ce qui nous intéresse, ce sont les comportements humains. Alors, nous constatons qu'il y a des comportements qu'on appelle mal adaptés. Alors, les comportements mal adaptés ont souvent une source, bien sûr, qui est une source où il y a eu un traumatisme. Alors, dans le cas de l'Afrique, le traumatisme est transgénérationnel. Et on voit que dans toute la diaspora africaine, aux États-Unis en particulier, puisque beaucoup d'études sont faites aux États-Unis, mais je pense qu'il faudrait faire les mêmes études ou les parallèles avec toutes les autres sociétés africaines, qu'il y a effectivement des comportements mal adaptés, aussi bien dans nos sociétés, dans les sociétés civiles, dans nos systèmes économiques et dans nos systèmes politiques. Alors, à partir de ce moment-là, il faut quand même comprendre qu'il y a eu donc un déchirement d'une personnalité ou d'une intégrité de nos personnalités. En tant qu'Africains, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'être Africain? Alors, malheureusement, nous avons hérité de beaucoup de stigmates d'être Africain, l'esclave, le colonisé, le pas évolué, le 3/5e animal ou 3/5e humain, celui qui n'a pas de conscience, celui qui est bête, qui est fainéant, en fait, toutes sortes de concepts qu'on a hérités et qu'on a intégrés, parce que ça, il y a eu une ingénierie sociale qui fait que non seulement ces concepts-là ont été adoptés par ceux qui nous ont terrorisés, captivés, enchaînés, torturés pendant des siècles et colonisés. Et donc, ce sont des concepts avec lesquels ils sont venus parce qu'ils devaient en fait utiliser ces concepts pour pouvoir faire leur travail. Mais en plus, ils nous ont inculqué à les adopter, donc à leur donner un aval. Alors jusqu'à présent, comme il y a eu un traumatisme transgénérationnel, ça veut dire que l'aval donné continue de génération en génération. Donc nous avons hérité donc de certaines façons de regarder l'Afrique, de certaines façons même de nous regarder en tant qu'individu, qui est dicté par un diktat qui vient de l'extérieur. Alors moi, mon souci est de travailler sur l'identité africaine pour qu'aujourd'hui l'Africain pose le regard par rapport à lui-même, mais qui vienne de lui-même. Dido Lakama, vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait être l'artisan de son propre changement, ce qui suppose néanmoins une forme, je dirais, de remise en question, une sorte d'autocritique. Est-ce que c'est un exercice auquel les Africains en général et singulièrement la diaspora est habituée? Je pense pas qu'on est habitué à ça, parce que comme l'a dit ma voisine, c'est que on a accepté d'être ce que les autres ont décidé que nous soyons. Et c'est ça le drame en fait de l'Africain. Il ne sait plus qui il est exactement. Oui, on a des contes, on a une certaine vision imagée de l'Africain qu'on voudrait être, mais on ne sait plus, je pense, qui on est. C'est pour ça que dans le travail qu'on fait dans les Able Change, c'est très important de faire des recherches historiques qui vont créer une appartenance à une identité réelle. Notre histoire nous apportera des réponses précises sur qui on a été pour mieux comprendre ce qu'on est aujourd'hui et pour demain se projeter dans qu'est-ce qu'on veut devenir, quelle place on veut être, quelle place on veut avoir dans le monde. Moi, je suis africain, mais je vis en Europe. Cette identité-là, par ma culture, par mes traditions et par mon éducation, c'est un mélange et qui peut perturber les générations qui ont grandi ici. Un noir américain, il a une autre histoire que la mienne. Aujourd'hui, nous, les descendants d'Africains vivant en Europe, c'est tous ces mots combinés créer une identité en elle. Alors à nous aujourd'hui de la lire et d'être ce que nous on a envie d'être et pas être ce que les autres ont décidé pour nous voilà. Et il y a des raisons historiques qui ont fait, et des raisons surtout économiques qui ont fait qu'ils ont voulu qu'on soit ce personnage qui n'a pas d'âme, qui n'a pas de raisonnement, qui soit un sous-homme pour que ils puissent nous dominer. On doit sortir de l'état de domination et on doit créer aujourd'hui une identité forte pour que demain on puisse avoir une place dans le monde. Alors, Maudine Tamboué, je reviens vers vous. Vous avez évoqué la date du
décembre 2014, qui est le lancement de la décennie des personnes afrodescendantes. Voilà, exactement. Si je vous dis que, d'une certaine manière, la vision panafricaine, c'est celle, au fond, de pouvoir émanciper les peuples dans un souci d'union et de solidarité. Je sais que vous réfutez l'expression émancipation. Dites-moi pourquoi vous la réfutez et qu'est-ce que vous proposez comme modèle alternatif? Oui, moi je parle plutôt de développement que d'émancipation, mais c'est toujours lié à qui utilise le mot et à quelle fin, parce que tout le problème vient de là, c'est de la définition qu'on donne au mot, de la définition. Qui donne cette définition? Est-ce que ce sont les Africains eux-mêmes ou ce sont les Occidentaux? Si on regarde les anciens écrits, quand tout ça a commencé, la question d'émancipation, d'autonomisation des groupes, des dynamiques, FMI, tous les grands titans de l'économie mondiale impérialiste, si je peux parler comme ça, ont utilisé cela, pas forcément pour effectivement faire ce que le commun des mortels entend quand on dit émanciper, libérer, autonomiser, rendre indépendant et rendre plus fort. C'était encore une façon indirecte de contrôler comment est-ce que l'autre se renforce. Alors que moi, si je parle vraiment d'émanciper, je parle de donner la possibilité à quelqu'un et la chance de pouvoir définir les modalités selon lesquelles il veut évoluer. C'est une toute autre histoire. C'est vraiment donner la place à la personne de se développer en se définissant, en utilisant ce que le système en place lui permet d'avoir comme outil pour avancer et aller vers ce rêve de bien-être économique, social ou de santé. Ce que vous dites suggère au fond que tout est mis en œuvre pour que l'Africain, d'une certaine manière, n'y arrive pas ou n'y parvienne pas. Oui. Est-ce que ce n'est pas une posture victimaire? Justement, même si tout est mis en œuvre, c'est à nous maintenant d'avoir, comme Dido le disait, cette intelligence supérieure de dire, ben voilà, aujourd'hui, la décennie a été déclarée pour une période de 10 ans comme il s'en va. 2014, 2015, 2024, c'est censé être pour tous les États de travailler sur les thématiques importantes, me semble-t-il, qui sont reconnaissance, justice et développement. Et là-dedans, il y a toute une série de programmes d'activités qui sont mis en place. Mais pour nous, en tant qu'Africains, Noirs, qu'est-ce que cela veut dire? C'est peut-être décidé top-down, mais comme acteur, comme Dido le dit, comme acteur de changement, nous pouvons décider le contenu bottom-up. Aujourd'hui, je peux affirmer qu'aucun des États qui est signataire, qui a approuvé cette décennie, n'a mis un centime de dollar des 5 milliards de dollars qui ont été pledged ou budgétés par les Nations Unies pour rendre cette histoire vraie. Et en tant que africaine noire responsable, lobbyiste, notre travail au sein de ENPA, c'est de dire, vulgarisons ce contenu, faisons en sorte que les acteurs sociaux de nos communautés puissent s'en approprier, puissent interpeller leurs institutions et leur dire, les gars, vous avez approuvé quelque chose, maintenant, voilà ce que nous, comme communauté, avons besoin de faire. Et donc, on est vraiment dans une autre dynamique où on utilise effectivement un système qui, de façon idéalistique, soyons réalistes, aujourd'hui, la priorité des Nations Unies, c'est le terrorisme, C'est la lutte contre le terrorisme, la sécurité. En même temps, et là je vais m'adresser à vous, Ousmane Kaba, ce que vous dites est fondamental. Donc nous sommes en plein dans la décennie des afrodescendants. Oui, on commence la deuxième année. Par contre, ce débat me rappelle furieusement celui des objectifs du millénaire pour le développement, qui n'a abouti malheureusement sur absolument rien. Maintenant, nous en sommes aux objectifs de développement durable, et ce jusqu'en 2030, Ousmane Kaba. Est-ce que d'une certaine manière, ce retour vers ce panafricanisme qui a été mis un peu dans le frigo pendant quelques années et qui aujourd'hui est peut-être, et je vous ferai réagir là-dessus, la conséquence d'un ostracisme des sociétés d'accueil, notamment en Occident, est-ce que ce n'est pas non plus de la responsabilité de ces élites africaines extraverties qui ont plutôt privilégié la légitimité extérieure
plutôt qu'une réappropriation, je dirais, des objectifs inhérents à leur société d'origine. Comme je l'ai dit au départ, tout groupe social a besoin, en tout cas, de s'élargir. Alors la question qu'il faut se poser, pourquoi les Africains n'y arrivent pas? Pourquoi? Parce que c'est bien beau. On a donc eu une mentalité de coloniser. Mais le coloniser à certains moments, comme le disait si bien Sankara, si l'esclave n'arrive pas à se révolter, il n'a pas non plus à se plaindre. Parce que tout simplement, ça veut dire qu'il accepte sa condition. Comment se fait-il que depuis le début des années 60 jusqu'à aujourd'hui, où ça a été la vague de décolonisation des pays africains, aucun État n'arrive à faire une structure vraiment panafricaniste, comme le ténor l'a eu à le dire plusieurs fois, le docteur Kwame Nkrumah. Il l'a lancé avant même la création en 1963 de l'OUA. Il a dit « Africa must be united ». Mais ça ne s'est jamais fait. Et pourquoi? On l'a combattu. Parce que tout simplement, l'Africain, par réflexe de coloniser, pense que accepter tout le monde dans un grand groupe, ça veut dire perdre son pouvoir. Donc, le morcellement a été établi. Et comme on n'arrive pas à sortir de là, c'est là où je suis révolté, moi. Mais parce qu'il y a eu le panaméricanisme, oui, ils se sont ressortis, les Asiatiques. Et pourtant, Gandhi, qui est le fervent défenseur de cette idée, donc au niveau de l'Inde et tout, a appris ce regroupement où? En Afrique du Sud. Il était en Afrique du Sud. C'est de là qu'il a compris. Il a dit non, je m'en vais chez moi, regrouper mes gens, ressortir de cette idée d'idée coloniale anglaise pour bâtir une nation vraiment indienne. Et voilà, c'est un sous-continent qui continue. Les pays, ce qu'on appelle les dragons, aujourd'hui asiatiques, qui font peur même aux Nations Unies, aux États-Unis, les Coréens et consorts. Vous savez qu'ils avaient le même PIB que tous les pays africains dans les années 60. En 68, la Corée avait le même, PIB que tous les pays de l'Afrique centrale. Vous évoquez l'unité africaine, mais il faut quand même aussi remarquer que si vous prenez individuellement les États africains, il y en a beaucoup qui ont été confrontés à des luttes internes, à des rébellions, à des guerres civiles, sans que les autres pays, certes entretenus, mais tout de même, lorsque l'on prend globalement les pays africains, on voit quand même cette difficulté de pouvoir, d'une certaine manière, s'agréger au fond autour d'un idéal. Et donc tout cela pose effectivement problème. On aura l'occasion d'y revenir en seconde partie en poursuivant notre débat.